Salut, c'est Alyosha et bienvenue dans Vision. Le photographe, c'est quelqu'un qui doit faire l'aller-retour permanent entre le passé, l'avenir et le présent. Et au fond, c'est presque comme une histoire d'amour qu'on vit chaque fois. Mais c'est très frustrant de se dire que maintenant la photographie devient si facile. Et vous savez, aujourd'hui, tout le monde est photographe. Cet épisode Focus de Vision a été rendu possible grâce à notre sponsor PixMentor, plateforme d'activité photo qui propose des cours et expériences près de chez vous. Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Vision. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode Focus très spécial puisque nous sommes non pas dans notre studio habituel dans le 19e à Paris mais à la Maison Européenne de la Photographie. Pour ceux qui ne connaissent pas ce magnifique endroit, la MEP qui a été ouverte en 1996 a été créée par Jean-Luc Monteresso dans le but de rassembler dans un lieu unique des espaces d'exposition, une bibliothèque et un auditorium. Aujourd'hui c'est, on peut le dire, le temple de la photographie à Paris. Petite révolution dernièrement, en janvier 2018, Simon Baker est nommé comme nouveau directeur du centre. Son projet d'ouverture à l'international, à de nouvelles pratiques, à des artistes émergents et à de nouveaux publics a séduit. Du coup, une brève présentation parce qu'on va en parler juste après. Simon Baker, c'est un Anglais de 47 ans, historien de l'art de formation, qui a rejoint la Tate Gallery à Londres en 2009, où il devient conservateur en 2015. Il développe un fonds photographique ainsi qu'une politique de conservation. Il a été commissaire de plusieurs expositions, rencontres d'Arles, l'auteur de nombreux ouvrages très intéressants sur la photo et notamment un grand passionné de photographie japonaise. Et il nous fait le grand honneur d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Simon, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci d'être venu. Tout d'abord, d'où vient, je voulais vous poser cette question en premier, d'où vient cet amour pour la photographie ? La photographie, pour moi, c'est quelque chose qui est arrivé assez tardivement dans ma vie professionnelle. J'étais professeur à l'université, j'ai enseigné histoire de l'art. Quand j'ai fait ma doctorat sur le surréalisme, mais jamais vraiment en tête photographie tout seul. Plutôt comme dans les magazines que les surréalistes ils ont fait ensemble, dans lesquels il y a énormément de photos intéressantes. Il y a des grands photographes, bien sûr. On a Man Ray, on a Brassai, les gens comme ça. Mais à côté, les images de popular culture, variété, une sorte de mélange des images photographiques avec les peintures, les sculptures, les choses comme ça. Et peut-être que c'est plus intéressant pour moi avec la littérature, la philosophie, la poésie. Et comme ça, j'ai mon amour, si on peut dire ça, pour la photographie, c'était la photographie toujours en relation avec les idées, les mots. Avec d'autres médiums, d'autres arts, ouais. Oui, mais pas juste les autres médiums, les idées. Quand on pense les premiers livres d'André Breton ou les textes de Georges Bataille, ils ont mis les photographies en contact direct avec leurs idées hyper révolutionnaires, intéressantes. Et comme ça, on peut découvrir le pouvoir de photographie comme quelque chose qui peut être associé aux idées radicales, avant-garde et tout ça. J'en ai parlé un peu dans l'intro. Votre parcours, comment êtes-vous arrivé à la tête d'une prestigieuse institution comme la MEP aujourd'hui ? Comme j'ai déjà dit, j'étais associate professor de l'histoire de l'art. J'étais associate professor of art history puis pendant 5 ans. Puis le Tate m'a demandé de travailler là-bas. J'ai pris la direction de la stratégie de photographie à la Tate. Et j'étais le premier curator of photography à la Tate. C'était pour tous les musées. On a 4 musées dans le groupe Tate en Angleterre. Et j'ai établi la stratégie pour la collection. J'ai commencé leur programmation. Avec ma collaboratrice Shoa Mavlian, et on a travaillé ensemble depuis 8 ans. On a fait beaucoup des expositions, on était bien occupés à la Tate. Après 8-9 ans, j'ai pensé qu'en fait, peut-être ça va être plus intéressant de faire un changement, de travailler dans une
peut-être une institution qui était moins grand, moins complexe. Le Tate, on a une équipe de 700 personnes. C'est une énorme machine. Et moi, j'ai pensé que peut-être pour la prochaine aventure, on me dit ça, une institution avec une équipe beaucoup plus petite et plus personnelle à travailler avec à la quotidienne. Et la MEP, quand j'ai compris que Jean-Luc Monterosso était en train de faire son retraite, évidemment, j'ai pensé à la MEP. Oui. Et du coup, depuis que vous êtes arrivé, depuis votre nomination à la MEP, vous avez fait des choix forts. On retient par exemple l'exposition de Ren Hang, la jeune Coco Captain, les couleurs étonnantes de la française Marguerite Barnheiser, qui va d'ailleurs être dans un épisode prochainement. Et dernièrement, la révélation de la Britannique Harley Weir. Vous choisissez souvent des photographes qui sont assez jeunes, en devenir. Comment se font, vous pouvez me contredire après, non. Comment se font vos choix? Quels sont vos critères de sélection? En fait, il n'y a aucun critère. On n'a ici aucune ligne éditoriale à part de le concept de diversité. Et en fait, pour moi, la diversité dans toutes ses formes, c'est la chose la plus importante aujourd'hui. Et quand j'étais nommé directeur ici, j'ai aucune autre idée que Ren Hang. C'était la seule idée que j'ai dans ma tête que, en fait, Ren Hang, ça symbolise beaucoup. Il a jamais eu une exposition dans une institution. Il a une réputation mondiale. Il a fait des livres incroyables. Il était adoré. Puis on va parler de ses livres, après il se suicidait. Il y a une énorme manifestation des émotions pour Ren Hang. Puis, il est quelqu'un de la communauté LGBT qui a en fait une pratique qui parle beaucoup de la jeunesse, de l'identité, notamment en Chine, mais aussi, c'est un artiste chinois qui parle beaucoup aux gens ailleurs. C'est pas un artiste chinois qui parle que aux Chinois. Et en fait, comme ça, quand j'ai pensé pour la première exposition Ren Hang, et j'ai réfléchi, qu'est-ce qu'on peut faire avec Ren Hang? C'est pas possible de mettre quelqu'un avec Ren Hang qui est plus vieux, qui peut faire la suggestion que Ren Hang, il vient d'une sorte de deuxième génération. Je pense que Ren Hang, il est tout à fait original lui-même. Et j'ai trouvé j'ai découvert le travail de Coco Captain. J'ai compris sa politique sur le LGBT. J'ai compris qu'elle a voyagé en Chine. Elle a essayé de faire contact avec Ren Hang. Les deux, ils sont en contact personnellement sur social media. Et j'ai pensé, pourquoi pas? C'est quelqu'un qui a énormément de choses à dire aux jeunes générations. Et ça, c'est quelque chose pour moi. La diversité, ça peut être en termes de l'âge des artistes, la sexualité, le genre, même leur heritage. Leur héritage, oui. Mais plutôt aussi en termes les expositions peuvent être utiles pour les photographes qui montrent quelque chose. Ça peut être un vieux artiste bien connu ou un artiste pas bien connu, mais vraiment à la fin de leur carrière, comme Ursula Schultz-Domberg qu'on expose aujourd'hui. Elle a 81, difficile à dire, mais elle a énormément de choses à montrer aux jeunes photographes. Donc c'est une question aussi de point de vue singulier, différent. Oui, de point de vue, et aussi que ça doit dire quelque chose aux artistes aujourd'hui. Et c'était intéressant pour moi de savoir, je ne savais pas à le moment, qu'en fait, l'exposition suivante de Coco Captain et Ren Hang, c'était Henry Wessel. Henry Wessel était un des photographes préférés de Coco Captain. Donc il y a un lien avec tous ces ce que je sais inconscient, pas, inconscient, mais en fait, quand tu vois ces œuvres, les œuvres de Coco en noir et blanc, évidemment, elle a aimé cette génération et c'est ça en fait. C'est très important d'exposer la diversité en termes des photographes, mais aussi les approches. Il y a une transmission de génération en génération qui se crée. Oui, et quand on parle de Marguerite Barnheiser ou Harley Weir, pour moi, c'est important qu'il y a toute une génération des femmes photographes qui sont tellement fortes aujourd'hui.
Évidemment, les écoles, ici, en Angleterre, ailleurs, ils sont pleins des étudiants qui sont des femmes photographes. Les proportions en termes classes, c'est plutôt 70-80% des femmes qui sont dans les écoles. Dans les écoles de photo. De l'art, de beaux-arts aussi. Et en fait, ça change beaucoup. Dans le studio, cette année, en fait, on n'a que des femmes photographes dans le studio. C'était pas un choix affirmative action, mais c'était vraiment une réponse aux gens qui a fait les nouveaux livres, qui a gagné les prix, qui a fait quelque chose de très très fort. Hollywood, elle a I don't remember if she's 28 or 29, mais elle a déjà fait 3-4 livres sur les sujets très très importants. Sur les camps dans le Pas-de-Calais pour les réfugiés, en Iran, en Palestine, avec l'exposition. Et à côté, elle a fait les campagnes pour Calvin Klein, pour les grandes marques de mode. En fait, elle a fait énormément de choses à this age. Et Coco Capitaine, c'est la même chose. Coco, elle a toute une œuvre. Et elle a moins, je pense qu'elle a que 27. Coco, c'est vraiment incroyable qu'ils ont sorti. Qui est aussi dans l'univers de la mode, Coco Captain. Oui, mais à côté aussi, parce qu'elle fait de la peinture, elle fait de l'écriture, la poésie magnifique. Elle a lancé un livre de ses écrits qui est très très fort. Et ça, comme ça, on revient un peu à mes origines, que comme au début, quand j'ai trouvé les photographies intéressantes, c'était en lien avec les autres choses. Pour moi, c'est une vraie coup de cœur, parce qu'elle a cette énergie dans tout ses pratiques. Comme peintre, elle est très forte. Comme écrivain, elle est très forte. Comme photographe, évidemment, elle est très forte. C'est quelqu'un qui a énormément de choses à dire. Ouais. Et quand vous parlez de femmes photographes, nous on aura bientôt justement Marguerite Barnhauser et aussi Julie Vallon, dont j'ai vu le livre qui est en bas dans la librairie à la MEP, qui sont deux femmes prometteuses, photographes qui sont très prometteuses et qui seront bientôt dans un épisode également. Maintenant, parlons un peu de l'histoire de la photo et de la situation de la photographie française. Michel Poivert, qui est un historien de la photo, a écrit récemment 50 ans de photographie française de 1970 à nos jours et analyse un certain désamour pour cette photographie française, justement. De votre côté, vous avez pris le tournant d'une photographie un peu plus internationale à la MEP. Comment voyez-vous, vous, la situation de la photographie française actuellement? Pour moi, comme on a déjà commencé à parler sur la jeunesse en France, d'une perspective internationale, moi, évidemment, je suis anglais. J'ai passé la plupart de ma carrière en Angleterre et aux États-Unis. Comme ça, j'ai une perspective sur la photographie française qui est peut-être un peu différente. Mais ce qui est évident, c'est qu'en France, il y a une culture de photographie plus forte qu'ailleurs. Même quand on pense à Paris, ça dépend si on inclut ou pas les galeries photo dans le centre Pompidou. Moi, j'inclus ça, mais on a peut-être 5 institutions dédiées à la photographie. Et à Londres, on n'a qu'une seule. À New York, il y a 2. Et par rapport à les populations de vie, c'est incroyable. Même Tokyo. Il y a des top museums in Tokyo. C'est vraiment bizarre et magnifique que la culture de photographie en France est, on peut dire, 5 fois plus fort en institution. Et puis quand on ajoute Paris Photo, qui est le plus fort foire du monde, et on ne parle pas de photographie, c'est le plus fort foire du monde dans l'art, parce qu'en fait, il n'y a aucune autre foire de photo qui approche. On ne peut pas dire avec Frieze, Basel, The Armory, tous les autres foires, ils ont les compétiteurs. Paris Photo, ça n'existe pas. Photo London, c'est trop petit. Les autres, Unseen, c'est different, blablabla. En fait, on peut dire que la culture... Et aussi, quand on fait un entretien, les journalistes, les magazines, tout ce réseau, c'est très, très fort. Et on peut dire que peut-être
historiquement, c'était un peu cloisonné, un peu enfermé, mais avec un énorme enthousiasme pour les artistes à l'international. Quand on a exposé Ren Hang ici, c'était pas une audience des Chinois qui est venue, c'est les Français qui ont adoré Ren Hang. Évidemment, s'il y a des choses très fortes à l'international, les Français, ils adorent ça. Mais il y a le sens d'une tradition, peut-être. Je ne sais pas exactement, que j'ai pas encore lu le livre de Michel Poivert. Ouais. Je ne sais pas s'il parle plutôt de Cartier-Bresson, cette tradition-là. Celle d'après, justement, à partir des années 70, ouais. Mon prédécesseur, Jean-Luc Montrosso, il a fait une exposition et aussi un livre qui s'appelle « La photographie française existe, je l'ai rencontré et dans lequel il a exposé, oui, tous ses choix depuis sa carrière à la MEP, mais aussi sa diversité. En fait, il a Bettina Reims, il a aussi Raphaël Dalla Porta, il a une super bonne diversité dans son perspective de photographie française. C'est vraiment peut-être pas une question de si on peut aimer ou pas la photographie française, mais c'est quoi, en fait, de dire photographie française? C'est les photographes très large, qui habitent en France. C'est la photo. Aujourd'hui, c'est, à mon avis, il y a un problème de définition. On a le même problème à la Tate que, je ne sais pas si c'est bien connu ici en France, mais la Tate s'est divisée à Londres entre Tate Britain et Tate Modern. C'est-à-dire que l'art britannique, c'est pas modern. Ouais, c'est pas le cas. En fait, et de temps en temps, par exemple, Gilbert and George, ils ont leur rétrospective, et même Damien Hirst à Tate Modern, et David Hockney était à Tate Britain. Ouais, c'est une sorte de distinction très difficile à faire. Ouais. Et même qu'ici, la MEP a une sorte de réputation pour avoir défendu la photographie française. Moi, je préfère de dire aujourd'hui que je défends la diversité et j'essaie d'être utile pour la photographie en France plutôt que photographie française. On peut dire qu'aujourd'hui, on a les étudiants qui viennent de beaucoup de pays pour faire leur étude à l'École nationale à Arles ou à la Gobelin ou aux Beaux-Arts à Paris. Et c'est cette communauté qu'il faut qu'on aide, qu'on soutenir. Mais quand même, quand on fait le choix de studio, par exemple, on a quand même la moitié sont les artistes françaises. Parce qu'en fait, pour faire soutenir les jeunes créations, les jeunes talents, c'est très important d'exposer les gens comme symbole, mais aussi pour leur qualité. Marguerite Bornhauser, à mon avis, elle est un des meilleurs jeunes photographes, n'importe quel pays, n'importe quel genre. Évidemment, elle est très, très forte. Mais pour nous, c'est pas du tout une obligation, c'est un choix positif de soutenir la création française. Et aussi, je sais pas, dernier mot à dire peut-être, je pense qu'il y a toute une génération qui arrive, une génération suivante, on peut dire. Les artistes français entre 35 et 45 ans qui sont déjà très très forts. On va avoir une vraie génération des stars à venir. Et c'est ça me donne envie d'être ici, parce qu'en fait, aujourd'hui, oui, c'est un peu le transfert de bâton des générations, mais quand même, il y a les gens incroyables qui arrivent, français ou basés en France, et je pense que la MEP a un rôle clé à faire pour l'exposer, mais aussi pour exposer les choses pour eux de voir. C'est intéressant parce qu'on sent que vous êtes vraiment excité par ce projet et de prendre la direction de la MEP et de voir ce qui peut se passer ces prochaines années. L'exposition collective, justement, en parlant d'exposition fil noir, on en parlait tout à l'heure avec
Henri Wessel, qui justement affichait les liens intimes entre la photographie et le cinéma. Moi, m'avait particulièrement frappé cette exposition. Et pour celle-ci, donc c'était une exposition thématique, vous aviez puisé dans la grande collection de la MEP, qui contient plus de 20 000 œuvres. Pouvez-vous nous parler justement de cette collection et des différents photographes qui y figurent? Oui, en fait, la collection de la MEP, c'était créée un peu avant la MEP. C'était la collection de Paris Audiovisuel, créée par Jean-Luc Monterosso et Henri Chapier aussi. Et c'est un peu la mémoire de la programmation. C'est-à-dire qu'on a dans notre collection les séries entières, de temps en temps les expositions entières qui étaient montrées à la MEP. Comme ça, on a les séries clés de l'histoire de photographie, comme Les Américains de Robert Frank, une énorme collection de William Klein. On a toute une collection de French Archives of Harry Callahan. On a vraiment les assemblages des choses clés. Il y a aussi toute une collection japonaise à partir d'une mécène de long-standing Dai Nippon Printing Company qui a fait on a presque 1000 de tirages vintage des plus grands photographes japonais. Toutes les séries de Araki, de Moriyama, de Kawada. On a 120 Iko Narahara. En fait, c'est une collection très, très riche. Et notamment les photographes français, les photographes du mode. On a peut-être la collection de Irving Penn, le plus important en Europe. C'est vraiment une collection spéciale. Et moi, un de mes objectifs ici, c'est la mise en valeur de cette collection. On a programmé, pas chaque année, mais plutôt chaque 18 mois, une exposition en lien avec la collection. D'accord. Peut-être sinon entièrement la collection ou la moitié ou un pourcentage. Et l'exposition Henry Wessel était intéressante parce que Henry, lui-même, il a toute une pratique de révision de ses propres photos. Et ce que j'ai proposé à Pascal Loel et Frédéric Dolivet, le responsable de notre collection, qu'il fait la même chose que Henry. Ils ont vu notre collection avec la même perspective que Henry a sur ses propres photos. C'était une sorte de... imagine les narratives, les stories qui sortent des photos quand on regarde les photos avec l'idée de film noir un peu. Et puis, ça pour moi c'était très intéressant, mais aussi important, parce que c'est une collection qui était évidemment achetée, soutenue par le Vie de Paris, qui a soutenu la MEP depuis longtemps, et aussi nos fidèles abonnés, nos visiteurs, qui a tous, avec leur billet, payé la collection de la MEP. Et puis, pour moi, c'est important de montrer qu'est-ce qu'on a, dans une manière différente. Parce que la plupart sont exposés en série ou monographique. La première fois, aujourd'hui, we can play a bit. Et là, vous voulez jouer par thème, c'est ça? Pour moi, c'est un des aspects de la MEP qui m'a attiré beaucoup, parce qu'à la tête, j'ai créé une collection, j'ai travaillé sur une collection, et la MEP, en fait, c'est le seul endroit, à partir des institutions, les grands musées, une institution dédiée à la photographie qui a une collection. C'est quelque chose de spécial ici. C'est sûr. Et ça doit être plaisant de pouvoir savoir pour vous que vous pouvez puiser dans cette collection de temps en temps. Du coup, on en parlait dans un des épisodes du podcast intitulé « Une nouvelle forme d'image exposée » avec Benoît Baume et Audrey Waro, qui est directrice artistique du festival Circulation. On est aujourd'hui dans un renouveau de la photographie. Les images fixes sont désormais associées à d'autres médiums. On en parlait un peu au début, la vidéo, le collage, le texte. Vous aviez déjà fait ce choix justement avec Coco Captain, vous en avez parlé tout à l'heure, qui mélangeait peinture, texte, film et objet. Allez-vous continuer dans ce sens pour les prochaines expositions? Est-ce que c'est un... Oui, pour quelques raisons. Ouais, c'est intéressant, mais aussi... la MEP, comme c'était créé Paris Audiovisuel, c'était toujours un endroit pour soutenir la vidéo et les films documentaires sur la photographie. Comme ça,
on a toujours on a une collection des films d'artistes, on a une collection des documentaires sur la photographie. Et puis aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile de diviser les médiums comme ça. Avant, on peut dire que il y a peut-être 20 ans, c'était nécessaire de décider avant de sortir de la maison si vous faites un film ou si on prend une photo, un still photo. Aujourd'hui, c'est la même technologie qui fait les deux. Et quand on parle de Coco ou Marguerite Bornhauser ou quelqu'un comme ça, il peut décider à la dernière minute de faire un petit film en place d'une photo. Et ça change tout. C'est évidemment pas possible de dire ça. Et aussi, il y a toute la trajectoire de la médium de photographie dont on peut dire pendant 100 ans, certainement les 30 ans passés, qu'en fait, les gens qui font la photographie, ils sont moins en moins susceptibles à se définir eux-mêmes comme photographes. Quand on pense il y a toute cette génération de Jeff Wall qui a rejeté entièrement le title photographer. Et aujourd'hui, il y a des gens comme Wolfgang Tillmans qui aiment pas vraiment il se définir dans une case. Artiste. Quoi. Ouais, Oui, c'est ça. Le terme artiste, c'est évidemment plus accurate parce qu'en fait, il fait les films, il fait de la musique, il fait les accrochages, les installations. Mais en fait, pour moi, les jeunes artistes, les jeunes photographes, c'est pour eux de faire leur propre définition à eux-mêmes. Si Marguerite Bornhauser considère qu'elle est photographe, c'est super, c'est pas un problème. Mais c'est juste pour savoir que il y a les artistes qui mélangent dans leur pratique tous les médiums. Et aujourd'hui, on a une exposition dans le studio de Manon Langeur. Elle a fait tous les petits objets, elle a fait de la photographie, elle a fait de la mise en scène, elle a fait de l'écriture. Il fait faux archives. C'est vraiment un artiste dans laquelle photographie, c'est très fort. Plutôt qu'un photographe qui est not very good painter. C'est pas ça. La MEP, du coup, a une bibliothèque aussi de plus de 30 000 livres. Ouais. Elle a récemment refait sa librairie qui contient quand même quelques pépites. Mais en avant aussi de jeunes photographes. J'en ai parlé tout à l'heure avec Julie Vallon, justement, qu'on retrouve en bas dans la librairie. Quel est votre rapport, vous, à l'objet du livre photographique ? Pour moi, c'est la chose la plus importante. Quand je fais... Moi, ce que j'aime beaucoup de faire dans ma vie, si j'ai les petits week-ends libres et tout ça, c'est de travailler avec les artistes pour faire leurs propres artist books, les livres photos. J'ai fait ça depuis longtemps, en fait. À côté de ma travail à la tête, j'ai fait les textes, j'ai fait les collaborations pour les livres photos. J'ai invité, quand j'étais à la tête, j'ai invité Offprint à Tate Modern. C'était un énorme succès. Ça continue après j'ai parti. Et pour moi, la semaine de Paris Photo, la semaine des rencontres d'Arles, pour moi, je passe la plupart de mon temps avec les éditeurs, dans les marchands des livres. Et c'est pratique. En fait, les livres photos sont très importants parce que c'est une représentation entière de les pensées, de la conception intellectuelle de la photographe. C'est difficile de voir dans un portfolio ou dans une exposition parce qu'il y a toujours les contraintes un peu difficiles à comprendre. Mais un livre photo, même que c'est avec les photocopies, même que c'est fait par un énorme budget, c'est une auto-édition, par exemple. J'adore les choses qui sont vraiment simples, modestes, léger, mais ça peut être aussi entièrement la conception de l'artiste. Vraiment l'idée que vous avez compris quelque chose. Et c'est pour moi, je pense que ça un peu anticipe ton prochaine question, mais pour trouver les nouveaux talents, c'est presque 100% par les photos. Je pense que presque tous les photographes qui étaient sélectionnés pour le studio, j'ai vu au début un livre, avec un livre ou un livre d'artiste. I think so. Peut-être Manon Langeur, peut-être c'est le seul qui... Mais elle a me montré sa livre d'artiste. Comme ça, ça me convaincre. Mais
Oui, c'est très, très important. Et j'ai Donc, le souvenir de Margaret Bornhauser qui m'a montré sa maquette pour Plastic Colors qu'elle a fait il y a, I don't know, it was maybe 7 years ago. Je sais pas, mais en fait, elle m'a montré ça. Et puis, quand cette maquette s'est sélectionnée pour un prix des livres, après, elle a sa deuxième livre. Et puis, en fait, j'ai suivi sa progress par les livres qu'elle a fait. Et le dernier, Red Harvest. Ouais. Ouais. Et pour nous, à la MEP, c'est important qu'on a un peu les raisons pour avoir choisi les artistes. C'est souvent le livre qui montre qu'ils ont achevé quelque chose, une sorte de maturité ou une sorte de vision, une voix. Ça, pour moi, c'est une vision. Ouais. Et aussi, il y a un côté très de démocratie sur les livres que c'est pas nécessaire d'avoir une grande galerie, tu n'as besoin pas trop d'argent. C'est possible d'envoyer les livres à la distance. Je peux en fait voir les livres intéressants qui sont sortis au Japon, en Chine, au Brésil. It's pretty good. Et je regarde aussi les listes des livres préférés qui sont faits à la fin de l'année pour voir les livres préférés de Quentin Bajac. C'est intéressant pour moi de savoir les goûts de mes collègues et de savoir vraiment qu'est-ce qui se passe dans le monde de la photographie. Et, donc c'est primordial pour vous l'objet livre. Oui, depuis longtemps c'était comme ça. Mais peut-être c'est parce que j'ai commencé ma carrière en photo avec les magazines et les livres. Fait on peut dire que peut-être Naja de André Breton, c'est une livre photo dans une manière. Quoi. Et quand on commence comme ça, j'étais toujours vraiment persuadé que ils sont les choses... T'es lié. Ouais. Et du coup, pour finir, Simon, cet entretien, pouvez-vous parler d'une exposition à venir en 2020 qui vous excite particulièrement ? Ah oui, mais ça c'est un problème parce que les 3 saisons sont également magnifiques. on continue avec notre diversité. La première saison, on a une exposition de Erwin Wurm, qui est un artiste australien plutôt connu comme sculpteur, plasticien, fine artist, mais il a nous donné accès à ses archives photographiques. Et c'est incroyable, parce qu'en fait, c'est plus de 20 ans de travail de ces archives photographiques, ces planches contact, ces tirages vintage et tout ça. Ça va être une magnifique exposition et peut-être inattendue pour le public de la MEP, qu'en fait, c'est possible de voir la carrière un artiste bien connu comme un artiste contemporain de la perspective de ses photographies. Et peut-être, pour moi, c'est it's the most exciting pour cette raison-là que c'est quelque chose vraiment différent. On va avoir les choses à faire, les one-minute sculptures à faire dans l'exposition. Nos visiteurs peuvent faire leurs propres photos de one-minute sculptures et après être collés sur le mur de notre exposition, par exemple. Par d'interactivité. Oui, par l'interactivité. On a fait un magnifique livre avec toutes ces photos, avec RVB Books qui a travaillé très fort sur ce projet. Mais pour moi, peut-être ça c'est le plus most exciting, mais après, on a une magnifique exposition de Moriyama et Tomatsu, qui est une exposition qui était conçue par les deux pendant la vie de Tomatsu, qui n'était jamais faite. Ça va être une vraie première d'une exposition qui n'était jamais réalisée. Et pour moi, quand Moriyama m'a expliqué cette histoire, j'ai dit, oh non, c'est pas possible, cette exposition, ça existe, ils ont la liste des œuvres, ils n'ont jamais fait ensemble. Pour nous, d'avoir la chance de faire ça, c'est excitant. C'est très, très excitant. Et puis finalement, la dernière saison, on expose Zanelli Moholy. C'est une collaboration avec Tate Modern. Et ça, pour nous aussi, c'est une grande chose de faire cette itinérance d'une exposition de la Tate à la MEP, mais aussi Zanelli Moholy, qui est aujourd'hui un grand star et un artiste très, très important. Ouais.
Bon, eh bien merci Simon pour cet entretien. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce focus. Vous nous retrouverez comme d'habitude sur nos réseaux sociaux, principalement Instagram. Le lien sera en bas du podcast. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu et on se retrouve très vite. C'était Alyosha pour le podcast Vision. À bientôt.